Sors de cette voiture tout de suite et disparais de ma vie, hurla la riche belle-mère alors qu'elle immobilisait son véhicule sur une route de campagne déserte en Provence. Des années plus tard, elle faillit s'évanouir en voyant les triplés revenir, accompagnés d'avocats et d'un dossier de documents qui allait tout changer. Le soleil d'automne baignait l'imposant manoir Dumont, en Normandie, d'une lumière dorée, projetant des ombres allongées sur le jardin méticuleusement entretenu. Au centre de cette scène idyllique se tenait Hélène de Valois, une femme de 35 ans, aux yeux d'émeraude et au sourire énigmatique, ajustant avec délicatesse le nœud de la cravate d'Antoine Dumont. Antoine était un millionnaire veuf de 60 ans. « C'est parfait maintenant, mon chéri », murmura Hélène, sa voix douce comme du velours. Ses doigts fins effleurèrent légèrement les rides du visage d'Antoine, un geste tendre qui fit battre son cœur comme celui d'un adolescent épris. Antoine sourit, ses yeux fatigués brillant d'une lumière nouvelle. « Tu es un ange, Hélène, » dit-il, la voix étranglée par l'émotion. « Un véritable ange envoyé pour illuminer mes jours. » Non loin de là, 3 petites silhouettes identiques jouaient, leur rire résonnant à travers le jardin. Luc, Gabriel et Raphaël, des triplés de 6 ans, couraient en cercle, leurs cheveux bruns flottant au vent. Hélène les observa avec un regard qui oscillait entre la tendresse et autre chose, quelque chose d'indescriptible. « Les garçons » appela Hélène, sa voix mélodieuse flottant dans le jardin. « Venez par ici, prenons une photo de famille. » Les triplés cessèrent instantanément leur jeu, leurs petits visages s'illuminant de sourires innocents. Ils coururent vers Hélène et Antoine, leurs petites chaussures vernies, claquant contre le dallage en pierre. « Maman !» crièrent-ils à l'unisson, se jetant dans les bras d'Hélène. Hélène les étreignit, riant en essayant de garder l'équilibre. Avec des gestes doux et aimants, elle lissa les cheveux ébouriffés des garçons et redressa leurs nœuds papillons. « Vous êtes si beaux, mes princes !» loua Hélène, embrassant chacun sur le front. Antoine regardait la scène avec un mélange de joie et d'incrédulité. Il y a 6 mois à peine, sa vie n'était qu'un vide de solitude. Maintenant, il était sur le point d'épouser une femme merveilleuse et de devenir le père de 3 adorables garçons. Tandis que le photographe se préparait, Antoine ne put s'empêcher de réfléchir à la façon dont sa vie avait changé si radicalement en si peu de temps. Tout avait commencé par un après-midi pluvieux de printemps. Antoine avait décidé de se rendre sur la tombe de sa défunte épouse au cimetière du Père-Lachaise, comme il le faisait chaque année à l'anniversaire de sa mort. Ce fut là, parmi les stèles silencieuses et les fleurs gorgées de pluie, qu'il vit Hélène pour la première fois. Elle était agenouillée près d'une tombe voisine, ses larmes se mêlant aux gouttes de pluie qui tombaient sur son visage. Mu par une compassion instinctive, Antoine lui offrit son parapluie. C'était un geste simple, mais qui allait changer à jamais le cours de leur vie. Hélène leva les yeux, ses prunelles vertes aussi brillantes que des émeraudes, et sourit à travers ses larmes. « Merci, » dit-elle, sa voix douce même dans sa tristesse. « C'est très gentil à vous. » Ils commencèrent à parler, découvrant qu'ils avaient tous deux perdu des êtres chers. Hélène parla de son défunt mari et de la difficulté d'élever seule 3 jeunes enfants. Le cœur d'Antoine se serra de compassion. Dans les mois qui suivirent, Antoine et Hélène se rapprochèrent. Il fut captivé par sa gentillesse, sa force et son dévouement envers ses enfants. Hélène, à son tour, semblait apprécier la stabilité et l'affection qu'Antoine offrait. Les triplés, d'abord timides, s'attachèrent bientôt à Antoine. Il les emmenait à la pêche, leur racontait des histoires et les aidait à faire leurs devoirs. Pour la première fois depuis des années, le manoir Dumont résonnait des rires d'enfants. Monsieur Dumont, la voix du photographe, ramena Antoine au présent. « Nous sommes prêts pour la photo. » Antoine cligna des yeux, revenant à la réalité. Hélène se tenait à ses côtés, les triplés positionnés devant eux. C'était l'image parfaite d'une famille heureuse.
Je n'aurais jamais pensé revivre cela, murmura Antoine, la voix brisée par l'émotion. Hélène lui serra doucement la main, ses yeux verts fixés sur les siens. « Nous sommes une famille maintenant, Antoine. Pour toujours. » Le flash de l'appareil photo immortalisa l'instant. Antoine rayonnant, Hélène souriant sereinement, et les triplés blottis entre eux. Une famille parfaite. Pourtant, alors que tout le monde souriait pour la photo, quelque chose d'étrange vacilla dans les yeux d'Hélène. Cela ne dura qu'un instant, si bref que personne ne le remarqua. Une lueur froide et calculatrice qui disparut aussi vite qu'elle était apparue, remplacée par son regard aimant précédent. La réception de mariage qui suivit fut spectaculaire. Le manoir Dumont, d'habitude si calme, débordait de vie et de musique. Des invités élégamment vêtus circulaient dans la salle de bal, les verres de champagne s'entrechoquant dans des toasts joyeux. Hélène était le centre de l'attention, resplendissante dans sa robe de mariée. Elle se déplaçait avec grâce parmi les invités, son sourire radieux ne faiblissant jamais. Antoine la regardait avec adoration, croyant à peine à sa bonne fortune. Les triplés, quant à eux, étaient les stars de la fête. Vêtus de costumes assortis, ils charmèrent les invités par leur douceur et leur énergie. Luc, le plus extraverti, raconta une blague qui fit rire tout le monde. Gabriel, le réfléchi, impressionna les gens par ses connaissances précoces. Raphaël, l'affectueux, distribua des câlins et des sourires. Alors que la soirée avançait, Hélène prit le micro pour proposer un toast. La salle de bal se tut, tous les yeux tournés vers la mariée radieuse. « Chers amis et familles, commença-t-elle, sa voix claire et chargée d'émotion. Je n'ai pas de mots pour exprimer la joie que je ressens aujourd'hui. Antoine, tu as ramené la lumière dans ma vie et dans celle de mes enfants. Ta générosité, ton amour, ta gentillesse. Tu es tout ce que je pouvais souhaiter chez un mari et un père pour mes garçons. » Il y eut un haut collectif parmi les invités. Antoine essuya discrètement une larme. Luc, Gabriel, Raphaël, continua Hélène en regardant les triplés. Vous êtes la joie de ma vie, mes petits miracles. Et maintenant, nous avons un nouveau père qui nous aime autant que nous l'aimons. Les garçons coururent pour étreindre Hélène et Antoine, provoquant d'autres os et quelques applaudissements émus de la part des invités. À notre nouvelle famille, conclut Hélène en levant son verre. Puissions-nous avoir de nombreuses années de bonheur ensemble. À la famille, répondirent les invités en chœur, levant leurs verres. La fête se poursuivit tard dans la nuit avec des danses, des rires et des célébrations. Finalement, lorsque le dernier invité fut parti et que les triplés dormaient, épuisés mais heureux, Hélène ferma la porte du manoir, s'appuyant un instant contre elle. Son sourire vacilla, une seconde seulement, avant de revenir sur son visage. Elle leva les yeux vers l'escalier où Antoine portait le dernier des garçons endormis au lit. « Une famille parfaite », murmura-t-elle pour elle-même, un sourire énigmatique jouant sur ses lèvres. « Absolument parfaite. » Alors qu'elle montait les escaliers pour rejoindre son nouveau mari, les yeux d'Hélène brillèrent d'une froide détermination. Un instant, son masque de douceur et de dévotion glissa, révélant quelque chose de plus sombre en dessous. Que se cachait-il derrière ses yeux d'émeraude? Quelle était la vraie raison du sourire d'Hélène et que réservait l'avenir à cette nouvelle et apparemment heureuse famille Dumont? L'automne avait cédé la place à l'hiver, et le manoir Dumont, autrefois si plein de vie et de joie, semblait maintenant enveloppé d'un linceul de silence et de tristesse. 3 mois seulement après le mariage qui promettait un avenir radieux, le destin décida de réécrire l'histoire de la famille d'une manière cruelle et inattendue. Antoine Dumont, le patriarche fraîchement marié, avait quitté ce monde aussi soudainement qu'une bougie soufflée par une rafale de vent. Une crise cardiaque massive l'emporta dans son sommeil, laissant derrière lui une veuve de 35 ans et 3 garçons de 6 ans, orphelins pour la seconde fois. Les funérailles furent une cérémonie sombre, tenue par une journée grise qui semblait refléter le deuil de la famille. Hélène, vêtue de noir de la tête aux pieds, gardait une expression de chagrin contenu, ses yeux verts ternes et distants.
À ses côtés, les triplés, Luc, Gabriel et Raphaël, semblaient petits et perdus dans leurs costumes noirs, leurs visages habituellement joyeux, marqués par des larmes silencieuses. Alors que le cercueil d'Antoine était descendu en terre, Hélène serra les garçons dans ses bras, murmurant des mots de réconfort. « Papa est dans un monde meilleur maintenant, » dit-elle doucement, sa voix tremblante. « Il nous aimait beaucoup et il veillera toujours sur nous. » Les jours qui suivirent furent un flot de condoléances, d'arrangements floraux et de visites de sympathie. Hélène semblait plongée dans un profond état de deuil, quittant rarement sa chambre, sauf pour s'occuper des besoins essentiels des garçons. Les triplés, de leur côté, erraient dans le manoir comme de petits fantômes, leurs regards perdus cherchant un père qui ne reviendrait jamais. Luc, le plus extraverti des trois, tenta de remonter le moral de ses frères. « Souvenez-vous de ce que papa Antoine disait toujours », chuchota-t-il à Gabriel et Raphaël les nuits où ils se blottissaient ensemble dans le lit. « Nous sommes plus forts ensemble. » Gabriel, le plus perspicace, fut le premier à remarquer des changements subtils dans le comportement d'Hélène. « Tu ne trouves pas que maman est différente ?» demanda-t-il à ses frères un soir, environ 1 mois après les funérailles. Raphaël, toujours le plus sensible aux émotions des autres, hocha lentement la tête. Elle a l'air triste, mais d'une manière étrange. Au fil des semaines, les moments de profonde tristesse d'Hélène commencèrent à alterner avec des périodes d'un calme presque inquiétant. Parfois, elle regardait les garçons avec une expression distante, comme si elle les voyait pour la première fois. Un matin, Hélène entra dans le salon où les garçons jouaient tranquillement. Un instant, elle se tint sur le seuil, les observant avec un regard étrange, presque clinique. Lorsque Luc la remarqua et courut pour l'embrasser, Hélène recula instinctivement, un éclair de surprise et quelque chose comme de la répulsion traversant son visage avant d'être remplacée par un sourire forcé. « Maman ?» demanda Luc, confus par sa réaction. Hélène cligna des yeux, comme si elle sortait d'une transe. « Je suis désolée, mon cœur, » murmura-t-elle. « Maman est juste un peu fatiguée. » Elle s'agenouilla et serra le garçon dans ses bras, mais son étreinte semblait mécanique, dépourvue de la chaleur maternelle à laquelle les triplés étaient habitués. Les moments inexplicables de froideur devinrent plus fréquents. Un après-midi, alors qu'elle aidait Raphaël à faire ses devoirs, Hélène s'arrêta brusquement au milieu d'une explication, les yeux fixés sur un point lointain. « Maman ?» demanda timidement Raphaël. « Ça va ?» Hélène tourna son attention vers le garçon, mais ses yeux semblaient vides, presque hostiles. « Bien sûr que ça va !» répondit-elle, sa voix étrangement monocorde. « Pourquoi ça n'irait pas ?» Gabriel, observant de loin, sentit un frisson lui parcourir l'échine. Quelque chose n'allait pas avec leur mère, quelque chose qui dépassait le deuil normal. Les nuits devinrent particulièrement tendues. Hélène, qui insistait autrefois pour lire une histoire aux garçons avant de dormir, semblait maintenant éviter ce rituel. Quand les triplés le lui rappelaient, elle répondait avec une irritation à peine déguisée. « N'êtes-vous pas assez grand pour dormir seul ?» demanda-t-elle un soir, sa voix chargée d'une impatience qui fit reculer les garçons. Luc, toujours le plus courageux, tenta une dernière fois. « Mais maman, papa Antoine disait toujours qu'on n'est jamais trop vieux pour une bonne histoire. » Un instant, le visage d'Hélène se tordit d'une colère si intense que les garçons reculèrent de peur. Mais aussi vite qu'elle était apparue, l'expression s'évanouit, remplacée par un sourire froid. « D'accord, » dit-elle, sa voix étrangement calme. « Une histoire rapide, alors. » Tandis qu'Hélène lisait, sa voix était monotone et dépourvue d'émotion. Les triplés échangèrent des regards inquiets. Ce n'était pas la mère aimante et attentionnée qu'ils connaissaient. Quelque chose avait changé, et ils ne savaient ni quoi ni pourquoi. Au fil des jours qui se transformaient en semaines, l'atmosphère au manoir Dumont devint de plus en plus tendue. Les sourires autrefois fréquents et chaleureux d'Hélène semblaient maintenant forcés et vides. Ses yeux, auparavant pleins d'amour et de tendresse, brillaient souvent d'une lumière froide et calculatrice. Sensibles aux changements de comportement de leur mère, les triplés commencèrent à marcher sur la pointe des pieds dans la maison,
craignant de déclencher sa colère inexplicable. Ils se serraient les uns contre les autres pour se réconforter, sentant que le monde qu'ils connaissaient s'effondrait autour d'eux. Une nuit, alors que les garçons dormaient, Hélène errait dans les couloirs du manoir, ses pas résonnant dans le silence. Elle s'arrêta devant le portrait d'Antoine, les yeux fixés sur l'image de l'homme qui avait été son mari pendant si peu de temps. « Pourquoi as-tu dû partir » chuchota-t-elle, sa voix chargée d'une émotion difficile à déchiffrer. Colère, tristesse ou quelque chose de plus sombre. Tu avais promis que nous serions ensemble. Tu avais promis de prendre soin de nous. Un instant, des larmes brillèrent dans les yeux d'Hélène, mais aussi vite qu'elles étaient venues, elles séchèrent. Son visage se durcit, ses yeux prirent une lueur froide et déterminée. « Eh bien, murmura-t-elle pour elle-même, je suppose que je vais devoir m'en occuper moi-même. » Sur ces mots énigmatiques, Hélène se retourna et se dirigea vers sa chambre, laissant derrière elle le portrait d'Antoine ainsi que les dernières traces de la femme aimante et dévouée qu'elle avait été. À l'étage, les triplés dormaient d'un sommeil agité, ignorant les changements drastiques qui allaient se produire dans leur jeune vie. L'avenir, autrefois si prometteur, semblait maintenant incertain et menaçant, suspendu au-dessus d'eux comme un nuage sombre sur le point d'éclater. Le soleil d'été était haut dans le ciel, déversant une chaleur implacable sur le manoir du Mont. C'était un de ces jours où l'air semblait vibrer de chaleur et où le silence n'était rompu que par le bourdonnement occasionnel d'une cigale lointaine. À l'intérieur de la maison, cependant, une excitation inhabituelle s'empara des lieux. Luc, Gabriel et Raphaël, les triplés de 6 ans, couraient partout, leur rire résonnant dans les couloirs du manoir. Après des semaines de tension et de comportement erratique d'Hélène, cette explosion de joie enfantine semblait presque surréaliste. « Maman a dit qu'on partait en voyage surprise », s'exclama Luc, le plus extraverti des trois, les yeux brillants d'excitation. Gabriel, toujours le plus prudent, fronça les sourcils. « Mais où allons-nous ? Elle n'a rien dit. » Raphaël, sensible aux émotions des autres, remarqua une ombre passer sur le visage d'Hélène lorsqu'elle avait annoncé le voyage plus tôt, mais il écarta cette pensée, trop excité à l'idée d'une aventure pour s'inquiéter. Hélène apparut à la porte du salon, un sourire énigmatique aux lèvres. « Êtes-vous prêts, mes amours ? La voiture nous attend. » Les garçons coururent vers elle, lui serrant les jambes et parlant tous en même temps, la bombardant de questions sur la destination mystérieuse. « Patience !» rit Hélène, bien qu'il y eût quelque chose de dissonant dans son rire, une note discordante que les garçons étaient trop jeunes pour remarquer. « Vous le saurez bientôt. » Alors qu'ils s'installaient dans la luxueuse voiture, les triplés pouvaient à peine contenir leur excitation. C'était la première fois depuis des semaines qu'Hélène proposait une sortie, et la promesse d'une surprise les remplissait d'anticipation. Hélène démarra le moteur et manœuvra la voiture hors de la propriété. Alors qu'ils laissaient derrière eux les imposantes grilles du manoir, un étrange silence s'installa dans le véhicule. Le sourire d'Hélène, si éclatant quelques instants auparavant, semblait maintenant figé sur son visage, ses yeux fixés sur la route devant elle. Sentant le changement d'atmosphère, les garçons échangèrent des regards perplexes. Luc, toujours le plus bavard, tenta de briser le silence. « Maman, jouons à « Je vois avec mon petit œil. »« Je vois. »« Pas maintenant, Luc !» le coupa Hélène, sa voix plus sèche que d'habitude. « Maman doit se concentrer sur la conduite. » La voiture poursuivit sa route, laissant derrière elle les rues familières de la ville. Les bâtiments firent place à de vastes champs, et bientôt ils se trouvèrent sur une route de campagne flanquée de cultures s'étendant jusqu'à l'horizon. Gabriel, le plus observateur, nota qu'il s'éloignait de plus en plus de la maison. « Maman » demanda-t-il timidement, « on va vraiment loin, n'est-ce pas ?» Hélène ne répondit pas tout de suite. Quand elle parla, sa voix semblait lointaine, presque mécanique. « Ne t'inquiète pas, mon chéri, on y est presque. » Le soleil commença à descendre à l'horizon, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose. La lumière dorée du soir baignait l'intérieur de la voiture, créant de longues ombres étranges.
Raphaël s'agita mal à l'aise sur son siège, un sentiment de malaise grandissant dans sa poitrine. Les heures passèrent, et le paysage ne cessait de changer. Les champs cultivés cédèrent la place à un terrain plus sauvage, avec des arbustes tordus et des arbres occasionnels, brisant la monotonie de la plaine. L'asphalte lisse de la route principale avait depuis longtemps été remplacé par un chemin de terre, faisant cahoter la voiture à chaque bosse. Luc, normalement si bavard, était devenu silencieux, ses grands yeux observant le paysage inconnu à travers la fenêtre. Gabriel se mordit la lèvre, essayant de comprendre pourquoi ils allaient si loin de chez eux. Raphaël, le plus sensible, sentit des larmes monter à ses yeux, sans savoir exactement pourquoi. Hélène conduisait en silence, les yeux rivés sur la route, ses mains agrippant le volant si fort que ses jointures étaient blanches. De temps en temps, elle jetait un coup d'œil rapide dans le rétroviseur, ses yeux rencontrant ceux des garçons un bref instant avant de retourner sur la route. Le soleil était presque couché quand Hélène ralentit enfin. La voiture s'arrêta sur l'accotement d'un tronçon de route désert, soulevant un petit nuage de poussière. Un instant, le seul son fut le tic-tac du moteur qui refroidissait et la respiration nerveuse des enfants. Hélène coupa le contact et resta immobile un long moment, les mains toujours crispées sur le volant. Puis, lentement, elle se tourna pour faire face au triplé. « Sortez, dit-elle, sa voix aussi froide que la glace. » Les garçons se figèrent, incapables de comprendre ce qui se passait. Ils regardèrent leur mère, espérant un sourire ou un signe que ce n'était qu'une blague. Mais le visage d'Hélène resta impassible, ses yeux verts brillant d'une lumière étrange et effrayante. « Maman » murmura Luc, sa voix tremblante. « Qu'est-ce qui se passe ? Sors de cette voiture tout de suite et disparais de ma vie » hurla Hélène, sa voix remplie d'une rage que les garçons n'avaient jamais entendue. Tremblant de peur et de confusion, les triplés ouvrirent la portière de la voiture et descendirent sur la route déserte. La chaleur de la journée flottait encore dans l'air, faisant miroiter l'asphalte. Une brise chaude d'été ébouriffa leurs cheveux, transportant l'odeur de la poussière et de la végétation sèche. Hélène les regarda un instant, ses yeux verts reflétant un tourbillon d'émotions indéchiffrables. Un bref instant, quelque chose comme du regret passa sur son visage, mais fut rapidement remplacé par une froide résolution. « Maman, s'il te plaît, » supplia Raphaël, des larmes coulant sur ses joues. « Ne nous laisse pas ici. » Gabriel, toujours le plus rationnel, tenta de la raisonner. « Il doit y avoir une erreur. Avons-nous fait quelque chose de mal ? Nous pouvons le réparer, je te le promets. » Luc, normalement le plus courageux, était sous le choc, incapable de formuler des mots, ses grands yeux fixés sur le visage de sa mère. Hélène ferma les yeux un instant, comme pour rassembler ses forces. Quand elle les rouvrit, toute trace d'émotion avait disparu. « Vous ne comprenez pas, dit-elle, sa voix étonnamment calme. Je n'ai jamais voulu ça. Je ne vous ai jamais voulu. C'était censé être juste moi et Antoine, notre vie parfaite. Et maintenant ? Maintenant il est parti, et je suis coincé avec vous. Je n'en peux plus. » Sur ces mots, Hélène claqua la portière de la voiture. Le son résonna dans le paysage vide, faisant sursauter les garçons. « Maman !» Luc retrouva enfin sa voix, criant désespérément. « S'il te plaît, ne pars pas. » Mais Hélène avait déjà démarré le moteur. Avec un dernier regard dans le rétroviseur, elle appuya sur l'accélérateur. La voiture partit en trombe, soulevant un nuage de poussière qui engloutit les triplés. Les garçons restèrent là, paralysés, regardant la voiture de leur mère disparaître à l'horizon. Des larmes coulaient sur leurs visages, la réalité de ce qui venait de se passer s'imposant enfin à eux. « Maman !» cria Raphaël, sa voix se brisant. « Reviens, s'il te plaît !» Mais la seule réponse fut l'écho lointain du moteur de la voiture, s'affaiblissant jusqu'à disparaître complètement. Le soleil se coucha enfin, plongeant le paysage dans des ombres de plus en plus profondes. Les triplés se blottirent les uns contre les autres, s'enlaçant pour se réconforter et se réchauffer. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» murmura Gabriel, la peur évidente dans sa voix. Luc,
toujours le chef, prit une profonde inspiration, luttant pour contrôler ses propres larmes. « On reste ensemble, » dit-il, sa voix tremblante mais déterminée. « On sait les uns les autres. On trouvera notre chemin. » Alors que les premières étoiles commençaient à apparaître dans le ciel, les triplés se prirent la main et commencèrent à marcher sur la route déserte. Ils ne savaient pas où ils allaient, mais ils savaient que tant qu'ils sauraient les uns les autres, il y aurait de l'espoir. Le vent de la nuit murmurait autour d'eux, emportant l'écho lointain des derniers mots d'Hélène. « Disparais de ma vie. » Mais alors qu'ils avançaient, pas à pas, dans l'obscurité grandissante, les garçons se promirent silencieusement que, quoi qu'il arrive, ils ne s'abandonneraient jamais. L'obscurité tomba rapidement sur la route déserte, avalant les derniers rayons du soleil couchant. Luc, Gabriel et Raphaël marchaient main dans la main, leurs petites ombres se fondant en une seule dans la pénombre grandissante. Le sol rayonnait encore de la chaleur de la journée, mais l'air commençait à se rafraîchir, faisant frissonner les garçons dans leurs légers vêtements d'été. Luc, toujours le chef, tenta de garder une façade courageuse. « Continuons à marcher, » dit-il, seul un léger tremblement trahissant sa peur. Il doit y avoir une ville quelque part à proximité. Gabriel, le plus rationnel des trois, regarda autour de lui avec anxiété. « Mais il fait vraiment noir, Luc, et si on se perd encore plus ?» Raphaël, le plus sensible, serra plus fort la main de ses frères. « J'ai peur, » murmura-t-il, des larmes silencieuses glissant sur ses joues. À mesure que la nuit avançait, les bruits de la nature semblaient amplifiés. Le coassement lointain des grenouilles, le cri occasionnel d'un oiseau de nuit et le bruissement des feuilles dans le vent formaient une symphonie étrange et sinistre pour ces garçons de la ville. Soudain, un bruit différent perça l'air, le son immistakable d'un moteur qui approchait. Les triplés se figèrent, le cœur battant à tout rompre, avec un mélange de peur et d'espoir. « C'est peut-être maman ?» demanda Raphaël, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. « Non », répondit Gabriel, plissant les yeux dans l'obscurité. « C'est trop gros pour être sa voiture. » Une paire de phares apparut alors que le véhicule contournait un virage de la route, illuminant les trois garçons terrifiés. C'était un énorme camion, et il ralentit en s'approchant. Le chauffeur s'arrêta à quelques mètres de là, et la portière de la cabine s'ouvrit avec un grincement. Un homme grand et costaud descendit, sa silhouette se découpant sur les phares du camion. « Mon Dieu !» s'exclama-t-il, sa voix profonde mais bienveillante. « Qu'est-ce que vous faites ici, les enfants, tout seuls ?» Les garçons se regardèrent, ne sachant que dire. Finalement, Luc prit la parole, sa voix légèrement tremblante. « On s'est perdu, monsieur. » L'homme s'approcha lentement, comme s'il avait peur de les effrayer. En se rapprochant, ils purent voir son visage bienveillant, encadré par une barbe grise. « Je m'appelle Jean, » dit-il doucement. « Est-ce que je peux vous aider en quelque sorte ?» Quelque chose dans la voix douce de Jean fit baisser la garde des garçons. Raphaël se mit à sangloter et Gabriel passa un bras protecteur autour de lui. Luc, sentant le poids de la responsabilité, décida de faire confiance à l'étranger. « Notre maman nous a laissés ici, » admit-il, les mots sortant avec hésitation. « On ne sait pas comment rentrer à la maison. » Le visage de Jean se tordit de choc et de compassion. « Oh, mes pauvres petits !» murmura-t-il. Puis, prenant une décision, il continua. « Écoutez, il y a un relais routier à quelques kilomètres d'ici. Et si on y allait? Vous devez avoir faim et on pourra trouver une solution. » Les triplés se regardèrent. La mention de nourriture fit gargouiller leurs estomacs, leur rappelant qu'ils n'avaient pas mangé depuis le petit déjeuner. Lentement, ils hochèrent la tête. Jean aida les garçons à monter dans la cabine du camion, s'assurant qu'ils étaient en sécurité avant de repartir. L'intérieur chaud fut un soulagement bienvenu après la fraîcheur de la nuit. 15 minutes plus tard, ils arrivèrent à un petit relais routier éclairé par des enseignes au néon. Jeanne guida les garçons à l'intérieur, choisissant une table discrète dans un coin. Une serveuse d'âge moyen s'approcha, les yeux s'écarquillant à la vue des trois enfants épuisés. « Qu'est-ce qui s'est passé ici ?» demanda-t-elle à Jean. « C'est une longue histoire, Marie, »
répondit Jean. Pour l'instant, donnons à manger à ces enfants, d'accord? Bientôt, la table fut remplie d'assiettes fumantes, hamburgers, frites et milkshakes. Les garçons mangèrent avec avidité, la nourriture chaude et réconfortante apaisant leurs nerfs à vif. Pendant qu'ils mangeaient, Jean leur parla doucement, apprenant leurs noms et un peu de leur situation. Son cœur se serra en entendant l'histoire de leur abandon, et il échangea des regards inquiets avec Marie, qui venait de temps en temps s'assurer qu'ils allaient bien. Quand ils eurent fini de manger, les yeux des triplés étaient lourds de sommeil. Jean regarda l'horloge et prit une autre décision. « Il est trop tard pour faire autre chose ce soir, » dit-il gentiment. « Et si vous dormiez dans mon camion, il y a une petite couchette derrière la cabine, et demain matin, on pourra aller à la gendarmerie pour régler ça. » Les garçons, épuisés et émotionnellement vidés, acceptèrent sans hésiter. De retour dans le camion, Jean aménagea la petite couchette avec des couvertures supplémentaires, créant un nid douillet pour les triplés. Luc, Gabriel et Raphaël s'installèrent ensemble, leurs petits corps se blottissant les uns contre les autres pour se réconforter et se réchauffer. Jean les couvrit soigneusement, le cœur lourd de tristesse pour ce que ses enfants avaient enduré. « Dormez bien, les garçons, » murmura-t-il. « Vous êtes en sécurité maintenant. » Tandis que les triplés s'endormaient, d'un sommeil profond et épuisé, Jean s'assit au volant, déterminé à rester éveillé. Il regarda les étoiles à travers le pare-brise, faisant la promesse silencieuse de protéger ces trois âmes innocentes et de les aider à trouver un nouveau foyer. La nuit passa, et le monde autour du camion garé était calme. À l'intérieur de la cabine, trois frères dormaient dans les bras l'un de l'autre, cherchant du réconfort même dans leurs rêves. Bien que l'avenir reste incertain, au moins pour cette nuit, ils étaient en sécurité, au chaud, et surtout ensemble. Le soleil levant peignit le ciel de nuances de rose alors que Luc, Gabriel et Raphaël se réveillèrent, blottis ensemble sur la couchette du camion de Jean. Un bref instant, ils se permirent de croire que tout n'avait été qu'un cauchemar, mais la réalité s'imposa bientôt, cruelle et inéluctable. Fidèle à sa parole, Jean les emmena au poste de gendarmerie le plus proche. Cependant, les autorités semblaient dépassées et peu intéressées par le cas de trois garçons abandonnés. Après des heures d'attente et un interrogatoire superficiel, il devint clair qu'il n'y aurait pas de solution rapide. « Je suis désolé, les enfants, » dit Jean, la voix lourde de chagrin. « Je dois continuer ma route. »« Mais tenez !» Il tendit à Luc, l'aîné, quelques billets. « Ça devrait vous aider pour quelques jours. » Le cœur lourd, les triplés regardèrent Jean partir, les laissant seuls dans une ville inconnue d'Alsace. Luc serra fermement les mains de ses frères. « On restera ensemble, » dit-il, la voix résolue. « On va s'en sortir. » Les premiers jours furent les plus durs. Ils errèrent dans les rues, effrayés et affamés, dormant dans des ruelles et des bâtiments abandonnés. Gabriel, toujours pratique, suggéra de rationner l'argent que Jean leur avait donné. « Il faut que ça dure le plus longtemps possible, » expliqua-t-il, comptant soigneusement les billets. Raphaël, le plus sensible, pleurait silencieusement la nuit, regrettant le confort d'un foyer. Luc le serrait dans ses bras, murmurant des mots de réconfort, même si son propre cœur était brisé. Progressivement, cependant, ils commencèrent à apprendre les rythmes de la rue. Ils découvrirent quelles poubelles derrière les restaurants contenaient de la nourriture encore comestible, quels parcs avaient des fontaines en état de marche et quels bâtiments abandonnés offraient le meilleur abri contre le froid de la nuit. Un matin, alors qu'ils fouillaient une poubelle derrière une boulangerie, ils furent surpris par le propriétaire de la boutique. Au lieu de les chasser, cependant, l'homme d'âge moyen les regarda avec compassion. « Vous avez l'air d'avoir faim, » dit-il doucement. « Entrez, j'ai du pain de la veille qui est encore bon. » Cet acte de gentillesse fut le premier d'une longue série. Bientôt, les garçons découvrirent qu'il y avait des gens prêts à les aider, même de petites manières. La propriétaire d'un stand de fruits leur donnait souvent des produits abîmés qu'elle ne pouvait pas vendre. Un vieux cordonnier les laissait parfois dormir dans son atelier les nuits particulièrement froides.
Luc, toujours le chef, suggéra qu'il propose de travailler en échange de nourriture. « On peut balayer les trottoirs, laver les vitres, n'importe quoi, » dit-il à ses frères. Gabriel accepta volontiers. « Oui, et je suis bon en maths. Peut-être qu'un magasin a besoin d'aide pour l'inventaire. » Raphaël, bien que timide, découvrit qu'il avait le don de gagner les gens avec son doux sourire et ses yeux tristes. Il obtenait souvent les meilleures offres pour de la nourriture ou un abri temporaire. En travaillant ensemble, les triplés parvinrent à obtenir au moins un repas par jour et un endroit relativement sûr pour dormir la nuit. Ce n'était pas une vie facile, mais ils survivaient. Les nuits, cependant, restaient les plus dures. Blottis ensemble dans un coin caché, les garçons se serraient les uns contre les autres pour se réchauffer, physiquement et émotionnellement. « Souvenez-vous » chuchotait Luc chaque soir. « Nous sommes plus forts ensemble. Personne ne peut nous séparer. » Gabriel se réveillait souvent au milieu de la nuit, les yeux vigilants au moindre signe de danger. Il était devenu le gardien silencieux de ses frères. Les rêves de Raphaël maintenaient leur espoir en vie. « Un jour, disait-il doucement, nous aurons une vraie maison. Je le sais. » Au fil des jours qui se transformaient en semaines et des semaines en mois, les triplés développèrent une routine. Le matin, ils cherchaient des petits boulots, balayer les trottoirs, faire des courses, porter des provisions. L'après-midi, ils repéraient des endroits sûrs pour passer la nuit. Et la nuit, ils se racontaient des histoires, gardant vivants les souvenirs de temps plus heureux. Mais la vie dans la rue était dure et impitoyable. Il y avait des jours de faim, des nuits de froid mordant et des moments de désespoir si profonds que même l'optimiste Raphaël sentait son espoir vaciller. C'est lors d'une de ces nuits difficiles que Luc fit un vœu solennel. Rassemblant ses frères dans une étreinte serrée, il parla d'une voix ferme. « Je vous le promets, quoi qu'il arrive, nous resterons toujours ensemble. Nous sommes une famille, et les familles n'abandonnent jamais les leurs. » Gabriel et Raphaël hochèrent la tête, des larmes silencieuses striant leurs visages sales. À ce moment-là, ils réaffirmèrent leur serment l'un envers l'autre, une promesse silencieuse de protection et d'amour inconditionnel. Les rues pouvaient être cruelles, le monde injuste, mais les triplés savaient les uns les autres, et tant qu'ils étaient ensemble, il y avait de l'espoir. Ils affrontaient chaque nouvelle journée avec courage, détermination et un lien d'amour indéfectible qui les unissait. Et ainsi, Luc, Gabriel et Raphaël continuèrent leur lutte pour la survie, trois petites âmes contre le monde, mais fortes de leur unité. L'avenir était encore incertain, mais ils l'affrontaient ensemble, un jour à la fois. Le soleil s'était à peine levé que Luc, Gabriel et Raphaël sortirent de leur cachette actuelle, un hangar de stockage abandonné derrière une vieille boutique. Maintenant, âgés de 10 ans, les triplés avaient grandi, mais portaient encore dans leurs yeux le poids de leurs expériences. Luc, le premier à sortir, s'étira et balaya la zone d'un regard alerte. 4 ans dans la rue avaient fait de lui un chef naturel, toujours sur ses gardes. « C'est bon », chuchota-t-il à ses frères. Gabriel le suivit, planifiant mentalement la journée à venir. Son don pour les chiffres était devenu un outil précieux dans leur lutte quotidienne pour la survie. « On doit être au kiosque de Monsieur Joseph dans 20 minutes », leur rappela-t-il. Raphaël, le dernier à émerger, portait un sac cabossé contenant leurs quelques affaires. Son sourire, bien que plus réservé maintenant, avait encore le pouvoir d'illuminer même les jours les plus sombres. « Allons-y », dit-il, sa voix douce mais déterminée. La routine qu'ils avaient établie au fil des ans était presque militaire dans sa précision. Chaque minute de la journée était soigneusement planifiée pour maximiser leurs chances de survie. Leur premier arrêt était toujours la boulangerie de Madame Marie. La vieille femme au cœur d'or leur gardait toujours du pain de la veille. « Bonjour, mes anges », les accueillit-elle chaleureusement. « Tenez, mangez ça pendant que c'est encore chaud. » Le ventre à moitié plein, les garçons se dirigèrent vers leur travail principal, au kiosque à journaux de Monsieur Joseph. L'homme d'âge moyen s'était pris d'affection pour les triplés environ 1 an auparavant,
leur offrant un travail stable en échange de quelques pièces et, plus important encore, d'un endroit sûr où rester pendant la journée. « Ah, vous voilà !» s'exclama M. Joseph en les voyant. « On a beaucoup à faire aujourd'hui. Le nouveau film de Superman sort et tout le monde veut lire les critiques. » Les garçons se mirent aussitôt au travail. Luc, avec sa personnalité charismatique, excellait à attirer les clients. Gabriel s'occupait de la caisse, son esprit vif calculant la monnaie avec une précision impressionnante. Raphaël, avec son doux sourire, était excellent pour calmer même les clients les plus irritables. Au cours de la matinée, divers commerçants locaux s'arrêtèrent au kiosque, beaucoup s'arrêtant pour discuter avec les garçons. Le propriétaire du magasin d'électronique demanda s'il pouvait l'aider à porter des cartons plus tard. La fleuriste leur offrit quelques fleurs à vendre, promettant qu'ils pourraient en garder une partie du profit. C'était une vie difficile, mais les triplés avaient retrouvé une sorte de stabilité. Ils avaient à manger la plupart des jours, un travail qui leur donnait un but, et un réseau de personnes qui, sinon capables de leur fournir un foyer, offraient au moins de petits actes de gentillesse. Vers midi, alors que les choses se calmaient au kiosque, quelque chose d'inhabituel se produisit. Un homme bien habillé, dans un costume impeccable, dégageant un air de raffinement, s'approcha du kiosque. « Bonjour, dit-il, sa voix profonde et polie, trahissant sa distinction. « Je cherche le journal d'aujourd'hui, Le Monde. L'avez-vous » Luc localisa rapidement le journal demandé, tandis que Gabriel calculait le prix. Raphaël, observant l'homme avec curiosité, remarqua quelque chose dans ses yeux, un mélange de surprise et de reconnaissance. L'homme prit le journal, mais ne partit pas. Au lieu de cela, il regarda d'un garçon à l'autre, une expression intriguée sur son visage. « Vous êtes des triplés » demanda-t-il doucement. Les garçons échangèrent des regards rapides, une communication silencieuse qu'ils avaient maîtrisée au fil des ans. La vie dans la rue leur avait appris à se méfier des étrangers qui posaient trop de questions. « Oui, monsieur », répondit finalement Luc, sa voix polie mais ferme. L'homme hocha lentement la tête, comme pour confirmer quelque chose qu'il soupçonnait déjà. « Je m'appelle Pierre Dubois, » dit-il en tendant la main. « Je suis avocat. » Les garçons regardèrent de sa main tendue avec hésitation. Ce fut Raphaël qui la serra finalement, guidé par un instinct qui lui disait que cet homme ne représentait aucune menace. « C'est un plaisir de vous rencontrer, » poursuivit Pierre, son regard étudiant attentivement chacun des triplés. « Vous me rappelez quelqu'un que j'ai connu il y a longtemps. » Avant qu'aucun des garçons ne puisse répondre, M. Joseph revint au kiosque. « Ah, je vois que vous avez rencontré nos petits assistants, » dit-il joyeusement. « Ces garçons sont des trésors, monsieur Dubois. Ils travaillent dur et ils sont vifs comme l'éclair. » Pierre sourit, mais ses yeux ne quittèrent pas les triplés. « Oui, je vois ça, » murmura-t-il. « Dites-moi, depuis combien de temps travaille-t-il pour vous ?» Pendant que M. Joseph et Pierre discutaient, les garçons échangèrent des regards inquiets. Il y avait quelque chose dans la façon dont cet avocat les observait qui les mettait mal à l'aise, comme s'ils étaient des pièces d'un puzzle qu'il essayait d'assembler. Quand Pierre partit enfin, promettant de revenir le lendemain, les triplés sentirent que quelque chose avait changé. L'air semblait chargé de possibilités et, pour la première fois depuis longtemps, d'espoir. « Tu as vu comment il nous regardait ?» chuchota Gabriel une fois que Pierre fut hors de portée de voix. Luc hocha la tête, l'expression sérieuse. « Oui, il nous a reconnus de quelque part. » Raphaël, toujours intuitif, parla doucement. « Je pense que nos vies sont sur le point de changer, mes frères. » Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres sur la ville, les triplés continuèrent leur travail, l'esprit rempli de questions. Qui était vraiment Pierre Dubois? Pourquoi semblait-il si intéressé par eux? Et plus important encore, que leur apporterait demain? La nuit tomba sur la ville, la drapant d'une obscurité ponctuée par les lampadaires. Pour 3 garçons de 10 ans habitués à affronter chaque jour comme un combat pour la survie, l'avenir semblait soudain moins sombre et un peu plus prometteur. Le soleil avait à peine commencé à réchauffer les rues de la ville que Pierre Dubois revint au kiosque à journaux. Ses yeux vifs repérèrent bientôt les triplés, déjà occupés à leur tâche matinale.
Il les observa un instant, fasciné par la synchronicité presque surnaturelle entre les trois. Luc organisait les magazines, ses mouvements efficaces et précis. Gabriel, le regard concentré, comptait la monnaie pour un client. Raphaël, en souriant doucement, tendait un journal à une vieille dame. C'était une danse bien répétée, chacun jouant son rôle avec une maturité au-delà de leur âge. Pierre s'approcha, achetant un autre journal dont il n'avait pas vraiment besoin. « Bonjour les garçons !» les salua-t-il, son ton désinvolte, bien que sa curiosité fût intense. « Bonjour, monsieur Dubois !» répondirent-ils à l'unisson, leur voix polie et composée. L'avocat remarqua comment ils se déplaçaient, restant toujours proches l'un de l'autre, comme attirés magnétiquement. C'était un comportement qui témoignait d'années de confiance et de dépendance mutuelle. « Vous travaillez ici depuis longtemps ?» demanda Pierre, essayant d'engager la conversation. Luc, clairement le porte-parole du groupe, répondit. « Environ 1 an, monsieur. Monsieur Joseph a été très bon avec nous. » Pierre hocha la tête, impressionné par l'éloquence du garçon. « Et avant ça, où alliez-vous à l'école ?» Une lueur de tension traversa les visages des triplés. Gabriel répondit cette fois, sa voix soigneusement neutre. « On a beaucoup déménagé, monsieur. On était scolarisés à la maison. » Pierre sentit l'évasion, mais n'insista pas. Au lieu de cela, il orienta la conversation vers leurs intérêts et leurs rêves. À sa surprise, les garçons s'illuminèrent, révélant une profondeur de connaissance et d'aspiration qui contredisait leur situation actuelle. Luc parla de son amour pour la littérature, nommant des auteurs que beaucoup d'adultes n'auraient pas lus. Gabriel démontra des compétences mathématiques impressionnantes, résolvant des calculs mentaux que Pierre lui proposa. Raphaël, le plus silencieux, surprit l'avocat par sa sensibilité artistique, décrivant des peintures vives qu'il rêvait de créer. Au fil de la conversation, Pierre sentit sa curiosité se transformer en une certitude croissante. Il y avait quelque chose de spécial chez ces garçons, quelque chose de familier qu'il ne parvenait pas à identifier. Juste à ce moment-là, M. Joseph les rejoignit, portant un plateau de sandwich. « C'est l'heure du déjeuner, les garçons », annonça-t-il joyeusement. « Monsieur Dubois, voulez-vous vous joindre à nous ?» Pierre accepta, y voyant une chance d'en apprendre davantage. Pendant qu'il mangeait, il observa comment les triplés partageaient la nourriture, s'assurant toujours que chacun avait une part égale. Un geste simple mais révélateur. « Vous êtes très proches, » commenta Pierre. « Ça doit être spécial d'être des triplés. » Les garçons échangèrent des regards, une fois de plus, une conversation silencieuse passant entre eux. Raphaël parla finalement, sa voix douce mais ferme. « On n'a que nous, monsieur Dubois. » Quelque chose dans le ton de Raphaël frappa profondément Pierre. Il y avait une tristesse là, une histoire non racontée que l'avocat était déterminé à découvrir. « Vous me rappelez beaucoup une affaire sur laquelle j'ai travaillé il y a quelques années, » dit Pierre, observant attentivement les réactions des garçons. C'était à propos d'une famille, les Dumont, si je me souviens bien. L'effet fut immédiat. Les triplés se figèrent, les yeux s'écarquillant de reconnaissance et de peur. Luc laissa tomber le sandwich qu'il tenait. Gabriel faillit s'étouffer avec une gorgée d'eau. Et Raphaël devint pâle comme un fantôme. Pierre savait qu'il avait touché un point crucial. Doucement, il continua. « Antoine Dumont était un de mes clients. Un homme bon qui aimait beaucoup sa famille. » Ces mots semblèrent de briser une barrière invisible. Soudain, des larmes commencèrent à couler sur le visage de Raphaël. Gabriel passa un bras protecteur autour de lui, tandis que Luc fixait Pierre avec un mélange de défi et d'espoir. « Comment avez-vous connu notre père ?» demanda Luc, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. La confirmation frappa Pierre comme un éclair. C'étaient les enfants d'Antoine Dumont, les garçons qui avaient mystérieusement disparu 4 ans plus tôt, laissant derrière eux une fortune non réclamée et un mystère qui hantait Pierre depuis. « J'étais l'avocat personnel d'Antoine », expliqua doucement Pierre, conscient de la tempête d'émotions que sa révélation avait déchaînée. « Il parlait souvent de vous, toujours avec tant d'amour et de fierté. » Des larmes coulaient maintenant librement sur les visages des garçons. Des années de secrets et de douleurs refoulées semblaient se déverser d'un coup. On pensait
On pensait que personne ne s'en souciait, sanglota Gabriel, que tout le monde nous avait oubliés. Le cœur de Pierre se serra. « Jamais, dit-il fermement. Antoine vous a tout laissé. J'ai passé des années à essayer de vous retrouver, à essayer de comprendre ce qui s'était passé. » Luc, rassemblant tout son courage, regarda Pierre dans les yeux. « C'était elle, dit-il, sa voix tremblante d'émotion. Notre mère. Elle nous a abandonnés sur la route. Elle nous a dit de disparaître de sa vie. » Pierre fut choqué. Il savait qu'Hélène, la veuve d'Antoine, avait disparu peu après les garçons, emportant une somme d'argent considérable. Mais abandonner des enfants, ses propres enfants, c'était presque inimaginable. « Les garçons, dit Pierre, sa voix remplie de compassion et de résolution. Vous êtes en sécurité maintenant. Je vous promets que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour réparer cette terrible injustice. » Monsieur Joseph, qui avait écouté en silence, les larmes aux yeux, prit la parole. « Ce sont de bons enfants, monsieur Dubois. Ils méritent une meilleure chance dans la vie. » Pierre hocha la tête, son esprit courant déjà avec les implications juridiques et pratiques de ce qu'il venait de découvrir. « Me feriez-vous confiance pour vous aider » demanda-t-il au triplé. Les garçons se regardèrent, des années de communication non verbale passant entre eux. Finalement, Luc parla pour tous les trois. « Oui, monsieur Dubois, nous vous faisons confiance. » À ce moment-là, sous le soleil de midi, à un simple kiosque à journaux, le destin de 3 jeunes vies changea radicalement. Pierre savait que la route à venir serait pleine de défis, des questions juridiques complexes, un traumatisme émotionnel, des années d'éducation perdues à rattraper. Mais en regardant les visages pleins d'espoir des triplés, il savait que chaque effort en vaudrait la peine. « Eh bien, les garçons, dit Pierre, un sourire déterminé sur son visage. On a beaucoup de travail à faire. Et si on commençait par vous trouver un endroit plus confortable où rester ce soir ?» Alors que les triplés rassemblaient leurs quelques affaires et faisaient leurs adieux émus à M. Joseph, Pierre fit une promesse silencieuse. Il éluciderait le mystère de leur abandon, récupérerait l'héritage qui leur revenait de droit et, surtout, s'assurerait que Luc, Gabriel et Raphaël aient enfin le foyer et la famille qu'ils méritaient. L'affaire Dumont, qui avait hanté Pierre pendant des années, était sur le point d'ouvrir un nouveau chapitre. Et cette fois, il était déterminé à assurer une fin heureuse. Le cabinet d'avocats de Pierre Dubois, habituellement un sanctuaire d'ordre et de calme, était maintenant couvert de papiers, de dossiers et de vieux documents. L'avocat avait passé les dernières semaines enfermé dans une enquête frénétique, déterminé à percer le mystère entourant les triplés Dumont. Pierre se frotta les yeux fatigué, jetant un coup d'œil à l'horloge. Il était près de 2 heures du matin, mais il remarquait à peine l'heure. Chaque nouvelle découverte le menait plus profondément dans le labyrinthe de mensonges et de fraudes qu'Hélène, la mère des garçons, avait construit. Comment a-t-elle pu, se murmura Pierre, tenant une photo d'Hélène avec Antoine et les triplés, tous souriant pour l'appareil photo. C'était une image de bonheur parfait, mais maintenant, il savait que tout n'était qu'une façade. Sa secrétaire, Marie, entra discrètement dans le bureau avec une autre tasse de café. « Vous devriez vous reposer un peu, Pierre, » dit-elle gentiment. Pierre secoua la tête. « Je ne peux pas, Marie. Pas tant que ces garçons. Vous devriez voir comment ils vivent. Ils sont dans un foyer temporaire, encore effrayés, attendant que quelqu'un les abandonne à nouveau à tout moment. » Marie hocha la tête avec sympathie. « Qu'avez-vous découvert jusqu'à présent ?» Pierre prit une profonde inspiration, organisant mentalement les informations. « C'est pire que ce que nous imaginions. Hélène n'a pas seulement abandonné les garçons, elle a falsifié le testament d'Antoine. Il prit un document, le montrant à Marie. Voici le testament original. Antoine a tout laissé aux triplés, nommant Hélène comme tutrice jusqu'à leur majorité. Mais regardez ça. Il brandit un autre document. C'est le testament qui a été présenté après la mort d'Antoine. Hélène en est la principale bénéficiaire. Marie eut un hoquet de surprise. Mais comment a-t-elle réussi ça? Falsification, expliqua Pierre, la voix pleine de dégoût. Elle a dû avoir de l'aide de quelqu'un au sein du système juridique.
Je suis en train d'enquêter là-dessus, aussi. » Pierre se leva, se dirigeant vers la fenêtre. La ville dormait dehors, inconsciente du drame qui se déroulait à l'intérieur de ce bureau. Le pire, c'est qu'elle n'a pas seulement volé l'argent des garçons, Marie. Elle les a abandonnés, laissé 3 enfants de 6 ans seuls sur une route déserte en Provence. Marie sentit des larmes lui piquer les yeux. Ces pauvres enfants, comment ont-ils survécu? Pierre se retourna, une étincelle d'admiration dans les yeux. Ils sont incroyables, Marie, forts, intelligents, unis. Ils ont pris soin les uns des autres pendant 4 ans dans la rue. Mais maintenant, c'est à notre tour de prendre soin d'eux. De retour à son bureau, il prit une autre liasse de documents. J'ai trouvé des relevés bancaires montrant d'importants transferts vers des comptes offshore juste après la disparition d'Hélène. Elle a tout planifié, épouser Antoine pour son argent, attendre le bon moment, puis disparaître avec des millions. Marie secoua la tête, incrédule. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Pierre sourit, un sourire déterminé que Marie connaissait bien. C'était le sourire qu'il arborait lorsqu'il était sur le point de se lancer dans une bataille juridique qu'il savait pouvoir gagner. « Maintenant, dit-il, on commence à riposter. D'abord, on va invalider le testament frauduleux et restaurer les droits des garçons en tant qu'héritiers légitimes. Ensuite, on va tracer chaque centime qu'Hélène a volé et le ramener à la maison. » Il fit une pause, son expression s'adoucissant. « Mais plus important que l'argent, Marie, c'est de donner à ces garçons un foyer, une famille. » Marie hocha la tête, comprenant ce qui n'était pas dit. « Vous songez à les adopter, n'est-ce pas ?» Pierre parut momentanément surpris, puis sourit. « Suis-je si transparent ?»« Seulement pour quelqu'un qui vous connaît bien, » répondit doucement Marie. « Je pense que vous feriez un merveilleux père pour eux, Pierre. » L'avocat s'assit de nouveau, son esprit courant avec des possibilités et des plans. D'abord, nous devons assurer leur sécurité juridique. Je vais demander la tutelle temporaire dès demain matin. Ensuite, nous devons commencer leur éducation formelle. 4 ans dans la rue, ils ont beaucoup de retard à rattraper. Marie nota quelques points. Je vais contacter des écoles privées qui peuvent être discrètes. Ils auront probablement besoin de tutorat intensif avant de rejoindre une classe normale. Pierre hocha la tête, reconnaissant de l'efficacité de Marie. Excellent. Nous aurons aussi besoin d'un thérapeute spécialisé dans les traumatismes infantiles. Et peut-être d'un nutritionniste. Je veux m'assurer que nous répondons à tous leurs besoins. Alors que les deux continuaient à planifier, le soleil commença à se lever, envoyant ses premiers rayons de lumière à travers la fenêtre du bureau. Pierre regarda le nouveau jour avec un sentiment d'espoir renouvelé. « Marie, dit-il doucement, je pense qu'il est temps de rendre visite aux garçons. Ils méritent de savoir ce que nous avons trouvé. » 1 heure plus tard, Pierre et Marie arrivèrent au foyer temporaire où séjournaient Luc, Gabriel et Raphaël. Ils trouvèrent les triplés assis ensemble dans un coin de la cafétéria, mangeant tranquillement et observant les autres enfants avec des yeux méfiants. « Bonjour les garçons !» les salua doucement Pierre. Les 3 levèrent les yeux simultanément, leurs visages s'illuminant à la vue de l'avocat. « Monsieur Dubois !» s'exclamèrent-ils à l'unisson. Pierre sourit, sentant son cœur se réchauffer à leur réponse. « J'ai des nouvelles pour vous. Pouvons-nous parler en privé ?» Les garçons hochèrent la tête, suivant Pierre et Marie dans une petite salle de réunion. Une fois à l'intérieur, Pierre prit une profonde inspiration, se préparant à la conversation difficile à venir. « Luc, Gabriel, Raphaël, commença-t-il, regardant chacun d'eux dans les yeux. « J'ai découvert des choses sur ce qui vous est arrivé, à vous et à votre père. » Au cours des minutes suivantes, Pierre expliqua doucement le testament falsifié, les actions d'Hélène et l'argent qui leur avait été volé. Les garçons écoutèrent en silence, leurs expressions un mélange de choc, de tristesse et, de manière inattendue, de soulagement. « Alors, ce n'était pas notre faute ?» demanda Raphaël d'une voix calme, des larmes brillant dans ses yeux. Le cœur de Pierre se serra. « Non, Raphaël, rien de tout cela n'était de votre faute. Vous êtes les victimes d'un crime terrible, et je vous promets que nous allons arranger ça. » Luc, toujours le protecteur,
demanda. « Qu'est-ce qui se passe maintenant, monsieur Dubois ?» Pierre sourit, une fois de plus impressionné par la maturité des garçons. « Maintenant, nous commençons à nous battre pour vos droits. Je vais demander la tutelle temporaire pour que nous puissions vous sortir de ce foyer. Après ça, nous travaillerons à récupérer votre héritage et à vous donner l'éducation et les soins que vous méritez. » Gabriel, le plus pragmatique, fronça légèrement les sourcils. « Mais, et si elle revient? Et si elle essaie de nous reprendre ?» Pierre se pencha en avant, sa voix ferme et résolue. « Ça n'arrivera pas, Gabriel. Je vous le promets à tous les trois. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous garder en sécurité et ensemble. Vous n'aurez plus jamais à traverser ce que vous avez traversé. » Les triplés échangèrent des regards, une conversation silencieuse passant entre eux. Finalement, Luc parla pour tous. « Nous vous faisons confiance, monsieur Dubois. » Pierre sentit une vague d'émotion le submerger. « Merci, les garçons. Cette confiance signifie beaucoup pour moi. Maintenant, et si on parlait de quelques plans pour l'avenir? J'ai des idées sur l'école, la thérapie et peut-être même des cours d'art pour toi, Raphaël. » Alors que Pierre et Marie commençaient à exposer les prochaines étapes avec les garçons, l'avocat sentit une certitude croissante. Ce ne serait pas juste une autre bataille juridique. C'était une mission pour réparer une grande injustice, pour rendre la justice et, surtout, pour donner à trois braves garçons la chance d'une vie qui leur avait été volée. La route à venir serait longue et difficile, mais en regardant les visages pleins d'espoir des triplés, Pierre savait que chaque obstacle en vaudrait la peine. La bataille juridique ne faisait que commencer, mais la bataille pour les cœurs et l'avenir de ces garçons, c'était une bataille que Pierre avait déjà gagnée. Le cabinet d'avocats de Pierre Dubois bourdonnait d'activité. Après des semaines d'enquête intense, l'avocat sentit enfin qu'il avait toutes les pièces du puzzle en main. Sur son bureau, un épais dossier contenait les fruits de son travail méticuleux. Documents, photos, relevés bancaires et témoignages, tous soigneusement organisés et prêts à l'emploi. Pierre feuilleta le dossier une fois de plus, s'assurant qu'il n'avait rien négligé. Là se trouvait la preuve de la fraude d'Hélène, le testament original d'Antoine, des relevés bancaires montrant des transferts suspects et même des témoignages d'employés de banque qui avaient été contraints d'aider à l'escroquerie. « Marie » appela Pierre, sa voix remplie de résolution. « Avez-vous pu trouver l'adresse actuelle d'Hélène » Sa fidèle secrétaire entra dans le bureau, tenant un bout de papier. « Oui, Pierre, ce n'a pas été facile, mais nous l'avons finalement retrouvée. Elle vit dans une villa à la périphérie de Nice, sous le nom de Célestine Renaud. » Pierre secoua la tête, un mélange de dégoût et de triomphe sur son visage. Célestine Renaud ? La renarde, appropriée pour quelqu'un d'aussi rusé. Il se tint près de la fenêtre, regardant la ville. Pierre savait que la prochaine étape serait la plus difficile, préparer les garçons à la confrontation imminente avec la femme qui les avait abandonnés. « Marie, s'il vous plaît, appelez les garçons. Il est temps de discuter du plan avec eux. » Quelques minutes plus tard, Luc, Gabriel et Raphaël entrèrent dans le bureau. Au cours du mois qui s'était écoulé depuis que Pierre les avait trouvés, les triplés s'étaient épanouis, bien nourris, correctement vêtus et recevant l'éducation qui leur avait été refusée pendant des années. Ils ressemblaient à des enfants entièrement différents. Pourtant, leurs yeux portaient encore une lueur des ombres des épreuves qu'ils avaient endurées. « Asseyez-vous, les garçons, » dit doucement Pierre. « Nous avons quelque chose d'important à discuter. » Les trois s'installèrent sur un canapé, leurs regards passant de Pierre au dossier épais sur son bureau. « Nous avons retrouvé votre mère, » dit Pierre sans détour, observant attentivement les réactions des garçons. Luc, toujours le protecteur, se tendit visiblement. Le front de Gabriel se plissa, son esprit analytique traitant déjà les implications. Raphaël, le plus sensible, pâlit légèrement. « Qu'est-ce que cela signifie pour nous » demanda Luc, sa voix stable malgré l'anxiété évidente. Pierre se pencha en avant, son regard bienveillant mais inébranlable. « Cela signifie que nous pouvons enfin la confronter, exiger des réponses et surtout récupérer ce qui vous appartient de droit. » Il ouvrit le dossier, montrant aux garçons certaines des preuves qu'il avait rassemblées.
Nous avons suffisamment de preuves non seulement pour révoquer le testament frauduleux, mais aussi pour accuser Hélène au pénal pour ce qu'elle a fait. » Gabriel, toujours le pragmatique, demanda « Et que se passera-t-il alors ?»« Elle ira en prison. » Pierre hocha la tête. « Très probablement, oui. Mais le plus important, c'est que vous récupériez l'héritage que votre père vous a laissé. Vous pourrez vivre la vie qu'Antoine voulait que vous ayez. » Raphaël, qui était resté silencieux, parla enfin, sa voix presque un murmure. « Est-ce qu'on doit la voir ?» Le cœur de Pierre se serra à la peur dans la voix du garçon. « Je sais que c'est effrayant, Raphaël. Mais oui, je pense qu'il est important que vous soyez là. Pas pour la confronter directement, mais pour qu'elle voie que vous avez survécu, que vous êtes fort et que vous avez des gens qui se soucient vraiment de vous maintenant. » Luc passa un bras protecteur autour de Raphaël. « On sera ensemble tout le temps, n'est-ce pas ?»« Absolument, » l'assura Pierre. « Je serai avec vous à chaque étape. Et si à un moment donné, ça devient trop, on peut partir immédiatement. » Les triplés échangèrent des regards, tenant une autre de leurs conversations silencieuses que Pierre avait appris à respecter. Finalement, Luc parla pour eux tous. « D'accord, monsieur Dubois, nous vous faisons confiance. Quand est-ce qu'on fait ça ?» Pierre sourit, fier du courage des garçons. « On va vous donner un peu de temps pour vous préparer émotionnellement. Que diriez-vous de la semaine prochaine? Vendredi ?» Les garçons acceptèrent, et Pierre expliqua le plan en détail. Ils iraient à la villa où séjournait Hélène. Pierre présenterait les preuves et exigerait une confession. Si tout se passait bien, la police serait appelée et Hélène serait arrêtée sur le champ. Dans les jours qui suivirent, Pierre travailla sans relâche pour s'assurer que tout était en ordre. Il contacta les autorités, prépara tous les documents juridiques nécessaires et engagea même un thérapeute spécialisé en traumatismes infantiles pour être prêt si les garçons avaient besoin d'un soutien émotionnel immédiat après la confrontation. Finalement, le jour arriva. Pierre se réveilla avant l'aube, révisant mentalement chaque détail en se préparant. Quand il arriva à la maison où les triplés vivaient temporairement sous la garde d'une famille d'accueil soigneusement sélectionnée, il les trouva déjà réveillés et habillés. « Prêts, les garçons ?» demanda Pierre, son ton doux masquant sa propre nervosité. Ils hochèrent la tête, leur visage un mélange de détermination et d'appréhension. Ils montèrent dans la voiture de Pierre, chacun tenant fermement la main de l'autre. Le trajet jusqu'à la villa d'Hélène fut silencieux. Pierre jetait occasionnellement un coup d'œil dans le rétroviseur, voyant les garçons regarder par la fenêtre, perdus dans leurs propres pensées. Il savait que ce voyage était plus qu'un simple déplacement physique. C'était un voyage émotionnel, une confrontation avec le passé qu'ils avaient si durement combattu pour surmonter. À mesure qu'ils approchèrent de leur destination, les environs changèrent. Les maisons modestes cédèrent la place à des propriétés plus grandes et plus luxueuses, jusqu'à ce qu'ils atteignent enfin un grand portail en fer forgé. Pierre arrêta la voiture. « On y est, les garçons », dit-il doucement. « Dernière chance. Êtes-vous sûrs de vouloir faire ça ?» Luc jeta un coup d'œil à ses frères, puis de nouveau à Pierre. Sa voix était stable lorsqu'il répondit « Oui, monsieur Dubois, nous sommes prêts. » Pierre hocha la tête, une fois de plus admiratif du courage de ces jeunes survivants qui avaient déjà affronté plus d'épreuves dans leur courte vie que beaucoup d'adultes. Il appuya sur l'interphone à côté du portail. Après quelques instants de silence, une voix féminine répondit « Résidence Renaud, comment puis-je vous aider ?» Pierre prit une profonde inspiration. C'était maintenant ou jamais. « Je m'appelle Pierre Dubois. Je suis ici pour voir Hélène Dumont, ou devrais-je dire Célestine Renaud. » Il y eut un long silence, puis le portail commença à s'ouvrir lentement. Pierre regarda les triplés dans le rétroviseur une fois de plus. « Rappelez-vous, les garçons, vous êtes plus forts qu'elle. Vous avez survécu, vous vous êtes épanouis, et maintenant, vous êtes ici pour reprendre ce qui vous revient de droit. » Sur ces mots d'encouragement, Pierre franchit les portes, se dirigeant vers l'imposante villa. La confrontation qui allait changer à jamais la vie des triplés Dumont était sur le point de commencer.
Le matin était étonnamment calme alors que la voiture de Pierre Dubois parcourait la longue allée menant à la villa d'Hélène. La rosée brillait encore sur la pelouse bien entretenue, et le seul son était le doux chant des oiseaux saluant le jour. Pierre gara la voiture et se tourna vers la banquette arrière, où Luc, Gabriel et Raphaël étaient assis, les mains entrelacées, en signe de soutien mutuel. « Rappelez-vous, les garçons, dit-il doucement, vous n'avez pas à dire un mot si vous ne le voulez pas. Je suis là pour vous protéger. » Les triplés hochèrent la tête à l'unisson, leur visage un mélange de résolution et de peur. Ensemble, ils suivirent Pierre jusqu'à l'impressionnante porte d'entrée de la villa. Pierre prit une profonde inspiration et sonna à la porte. Le son résonna dans la maison, et un instant, tout fut silencieux. Puis vint le bruit de pas de l'autre côté. La poignée de porte tourna, et la porte s'ouvrit lentement. Hélène Dumont, se faisant maintenant appeler Célestine Renaud, se tenait sur le seuil. À 39 ans, elle était encore une femme frappante, vêtue d'un peignoir en soie et les cheveux parfaitement coiffés, comme si elle était préparée pour une séance de photos de mode. Un bref instant, elle arbora un sourire étudié, le genre d'expression polie que l'on utilise pour des visiteurs inattendus. Mais ensuite, ses yeux passèrent de Pierre aux 3 silhouettes derrière lui. Le sourire se figea sur son visage. Les yeux d'Hélène s'écarquillèrent de choc, son teint pâlissant visiblement. Elle recula en chancelant, s'agrippant au cadre de la porte pour se maintenir debout. « Non, murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Ce n'est pas possible. » Luc, Gabriel et Raphaël restèrent immobiles, leurs yeux fixés sur la femme qui les avait abandonnés 4 ans plus tôt. Leurs jeunes visages montraient un tourbillon d'émotions, peur, colère, confusion et, étonnamment, une trace de pitié. Hélène porta la main à sa bouche, étouffant un cri. Son regard parcourut le visage de chaque garçon, reconnaissant chaque trait qu'elle avait essayé d'oublier. Luc avec ses yeux déterminés, Gabriel avec son expression réfléchie, Raphaël avec sa douceur. « Mais garçons, balbutia-t-elle, sa voix tremblante. À ce moment-là, Pierre s'avança, se plaçant protecteur devant les triplés. « Madame Dumont, dit-il, sa voix ferme et professionnelle, ou devrais-je dire Madame Renaud. Je m'appelle Pierre Dubois, je suis avocat, et nous sommes ici pour discuter de questions juridiques urgentes avec vous. » Hélène cligna des yeux, comme si elle se réveillait d'une transe. Ses yeux passèrent de Pierre au garçon, et vice-versa. « Je ne comprends pas, » dit-elle faiblement. « Comment les avez-vous trouvés ?» Pierre garda une expression neutre. « Nous pouvons en parler. Pouvons-nous entrer ?» Hélène hésita, ses yeux s'attardant une fois de plus sur les triplés. Il était clair qu'elle luttait pour comprendre ce qui se passait. Un instant, il sembla qu'elle pourrait leur claquer la porte au nez, mais Raphaël fit alors un petit pas en avant. « Maman » dit-il, sa voix douce et tremblante. Le son de la voix de Raphaël sembla briser quelque chose en Hélène. Des larmes commencèrent à couler sur son visage, et elle recula en chancelant, leur permettant d'entrer. Pierre guida doucement les garçons à l'intérieur, se tenant entre eux et Hélène. L'intérieur de la villa était aussi luxueux que l'extérieur le suggérait, rempli de meubles coûteux et d'œuvres d'art. Hélène les conduisit à un salon spacieux, s'effondrant dans un fauteuil, ses yeux ne quittant jamais les triplés, qui s'assirent ensemble sur un canapé avec Pierre à leur côté. « Je pensais que vous étiez mort, » dit finalement Hélène, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Luc, toujours le protecteur, fut le premier à parler. « On a failli mourir, » dit-il, étonnamment calme, « mais on a survécu. Ensemble. » Hélène se couvrit le visage de ses mains, des sanglots silencieux secouant son corps. « Je suis désolée, » murmura-t-elle à travers ses larmes. « Je suis tellement désolée. » Pierre observa la scène avec un mélange de compassion et de détermination. Enfin, il prit la parole. « Madame Dumont, je comprends que c'est un choc pour vous, mais il y a des questions sérieuses que nous devons aborder. Des questions juridiques qui ne peuvent être ignorées. » Hélène baissa les mains, regardant Pierre avec un mélange de peur et de résignation. « Vous savez,
dit-elle. Ce n'était pas une question. Pierre hocha la tête gravement. Oui, nous savons tout. Le testament falsifié, les fonds détournés et l'abandon des garçons. Nous sommes ici pour corriger ces injustices. Hélène ferma les yeux, comme pour se préparer à l'inévitable. Quand elle les rouvrit, une triste résolution y brillait. « Je suppose qu'il n'y a plus moyen d'y échapper, n'est-ce pas ?»« Non, » confirma Pierre. « Il n'y en a pas. » Il ouvrit son dossier, plaçant une pile de documents sur la table basse. « Maintenant, Madame Dumont, discutons de ce qui s'est passé il y a 4 ans et de la façon dont nous prévoyons de résoudre cette situation. » Alors que Pierre commençait à exposer les preuves qu'ils avaient rassemblées, les triplés restèrent silencieux, observant la femme qu'ils avaient autrefois appelée mère. Malgré tout ce qu'ils avaient enduré, leur jeune cœur portait une complexité d'émotions, colère et blessures, oui, mais aussi une lueur de compassion pour la figure brisée devant eux. La confrontation qu'ils avaient crainte et anticipée pendant si longtemps avait enfin lieu, et bien que l'issue reste incertaine, une chose était claire, rien ne serait plus jamais pareil après ce matin. La panique dans les yeux d'Hélène était palpable. Un instant, elle tenta de fermer la porte, ses doigts agrippant la poignée avec désespoir. « Vous ne pouvez pas être ici, » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour ses visiteurs. « Ça ne peut pas arriver. » Pierre, anticipant sa réaction, empêcha doucement mais fermement la porte de se fermer. « Madame Dumont ?» dit-il calmement mais avec autorité. « Fermer la porte ne fera pas disparaître cela. Il vaut mieux que nous réglions ça maintenant. » Hélène regarda les triplés, ses yeux passant d'un visage à l'autre, comme si elle voyait des fantômes. Finalement, avec un soupir de défaite, elle recula, leur permettant d'entrer. La villa était un témoignage de la richesse qu'Hélène avait amassée au fil des ans. Des œuvres d'art coûteuses ornaient les murs et des meubles de créateurs remplissaient les pièces. Tout criait l'opulence, un contraste cruel avec la vie que les garçons avaient été contraints de mener dans la rue. Elle les conduisit à un salon spacieux, s'enfonçant dans un fauteuil en cuir, ses yeux ne quittant jamais les triplés, qui s'assirent ensemble sur un canapé, Pierre à leur côté. « S'il vous plaît, » implora Hélène, sa voix tremblante, « laissez-moi vous expliquer. » Pierre leva la main, l'arrêtant. « Avant toute explication, Madame Dumont, il y a des choses que nous devons établir. » Il ouvrit son dossier, sortant une pile de papiers soigneusement organisés. « Premièrement, » commença-t-il, sa voix professionnelle et ferme, « nous avons ici le testament original d'Antoine Dumont. » Il fit glisser le document sur la table basse. Comme vous pouvez le voir, il a tout laissé aux garçons, vous nommant administratrice jusqu'à leur majorité. Hélène pâlit, les yeux fixés sur le papier. Pierre continua, implacable. Maintenant, comparez-le à ceci. Il plaça un autre document à côté du premier. C'est le testament présenté après la mort d'Antoine. Remarquez les différences flagrantes. Hélène ferma les yeux, comme si elle espérait que les documents disparaîtraient. Quand elle les rouvrit, des larmes striaient son visage. « Je n'avais pas le choix, » murmura-t-elle. « Il y a toujours un choix, Madame Dumont, » répondit Pierre, sa voix d'acier. « Vous avez choisi de falsifier le testament. Vous avez choisi de voler vos propres enfants. » Et puis, il fit une pause, jetant un regard compatissant au garçon avant de se retourner vers Hélène. « Vous avez choisi de les abandonner. » Il posa d'autres documents sur la table, des relevés bancaires montrant d'importants transferts vers des comptes offshore, des registres d'achat pour la villa sous le nom de Célestine Renaud, et des rapports de police de 3 garçons trouvés errant dans les rues, affamés et effrayés. Chaque nouveau papier était comme un coup pour Hélène. Elle regarda avec horreur son monde soigneusement construit s'effondrer devant ses yeux. « Comment avez-vous trouvé tout ça ?» demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure. Pierre se pencha, son regard intense. « La vérité a une façon de sortir, Madame Dumont, surtout quand des gens sont déterminés à la découvrir. » Puis il se tourna vers les triplés. « Les garçons, voulez-vous dire quelque chose ?» Luc, Gabriel et Raphaël échangèrent des regards. Gabriel parla le premier, sa voix calme mais lourde d'émotion.
Pourquoi demanda-t-il simplement. Pourquoi nous avez-vous fait ça? Hélène éclata en sanglots, se couvrant le visage de ses mains. Je ne pensais pas clairement. L'argent, l'idée d'une vie luxueuse, ça m'a aveuglé. Je pensais que vous vous en sortiriez. Luc, ses yeux reflétant la colère et la blessure, répondit. Nous en sortir? On avait 6 ans. Vous nous avez laissés sur une route déserte. Raphaël, toujours le plus sensible, ne dit rien, mais des larmes silencieuses coulèrent sur ses joues, exprimant tout ce que les mots ne pouvaient dire. Hélène regarda ses enfants, le poids de ses actions s'abattant enfin sur elle. « Je suis tellement désolée, » murmura-t-elle, sa voix se brisant. « Je suis tellement désolée. » Pierre observa la scène douloureuse, le cœur lourd. Enfin, il reprit la parole. « Madame Dumont, je comprends que c'est difficile, mais nous devons discuter des ramifications juridiques de vos actions. » Il exposa les accusations auxquelles Hélène ferait face, fraude, vol, abandon d'enfants. La liste semblait interminable. Hélène écouta, son visage devenant plus pâle à chaque accusation. « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. Pierre soupira. « Eh bien, nous avons 2 options. Nous pouvons porter cette affaire devant les tribunaux, où toutes ces preuves seront présentées publiquement. Ou... » Hélène le regarda, une étincelle d'espoir dans les yeux. « Ou vous pouvez avouer volontairement, rendre tout l'argent volé et coopérer pleinement avec les autorités. Cela pourrait entraîner une peine plus légère. » Hélène jeta un coup d'œil au triplé, puis de nouveau à Pierre. « Et les garçons ? Ils retrouveront leur héritage légitime, » dit fermement Pierre. « Quant à toute relation avec vous, eh bien, c'est quelque chose qu'ils devront décider par eux-mêmes, avec le temps. » Le silence s'installa dans la pièce. Hélène semblait avoir vieilli de plusieurs années en quelques minutes, le poids de ses actions s'abattant enfin sur ses épaules. Finalement, elle parla, sa voix semblant vaincue. « Je ferai tout ce qu'il faut. Je veux arranger les choses, même s'il est trop tard. » Pierre hocha la tête gravement. « Je vais appeler les autorités. » En attendant, il regarda les triplés. « Avez-vous autre chose à dire à votre mère ?» Les garçons échangèrent un autre regard, une conversation silencieuse passant entre eux. Raphaël parla finalement, sa voix douce mais ferme. « On a survécu, maman, sans toi, et on continuera à survivre. Mais peut-être qu'un jour, on pourra essayer de comprendre pourquoi. » Hélène étouffa un sanglot, les mots de son enfant le plus sensible la frappant au cœur. Elle savait que la route à venir serait longue et difficile, mais pour la première fois depuis des années, elle sentit une lueur de quelque chose qu'elle avait perdu depuis longtemps, l'espoir. Alors que Pierre appelait la police, les triplés restèrent assis, ensemble et forts. Ils avaient affronté leur passé, et bien que l'avenir soit encore incertain, ils savaient qu'ils l'affronteraient ensemble, comme ils l'avaient toujours fait. Le silence planait sur le salon, alors qu'Hélène restait assise, vaincue, des larmes tachant ses joues, tandis qu'elle tremblait de manière incontrôlable. Elle joignit ses mains tremblantes sur ses genoux, essayant en vain d'arrêter le flot constant de larmes. « J'avoue, dit-elle finalement, sa voix à peine un murmure. « J'ai falsifié le testament. J'ai abandonné les garçons. Pierre leva une main, la coupant. « Attendez, Madame Dumont, il y a plus. » Tous les yeux se tournèrent vers l'avocat alors qu'il ouvrait lentement son dossier à nouveau. Il sortit une enveloppe jaunie du fond, son expression sombre, alors qu'il la tenait en l'air. « Ce document, commença Pierre, sa voix grave, a été trouvé dans un coffre-fort secret de l'ancien manoir Dumont. Il a été authentifié par des experts et est sans aucun doute le véritable dernier testament d'Antoine Dumont. » Le visage d'Hélène devint encore plus pâle. « Mais le testament a déjà été présenté. Pierre l'interrompit de nouveau. « Le testament que vous avez présenté, Madame Dumont, était un faux. Voici l'original. » Il ouvrit l'enveloppe et commença à lire. « Moi, Antoine Dumont, saint d'esprit, déclare que ceci est mon dernier testament. Je lègue toute ma fortune,
mes propriétés et mes actifs à mes enfants bien-aimés, Luc, Gabriel et Raphaël Dumont, à parts égales. Ces actifs seront détenus dans un trust jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de la majorité. Pierre fit une pause, ses yeux se posant sur Hélène. « Il n'y a aucune mention de vous, Madame Dumont. Pas un centime. » Le choc ondula dans la pièce. Henri, le mari actuel d'Hélène, recula en chancelant comme s'il avait été physiquement frappé. Les triplés portèrent des expressions de surprise et de confusion. Hélène semblait figée, ses yeux écarquillés, fixés sur le document dans les mains de Pierre. « Non, murmura-t-elle, ce n'est pas possible. » Pierre poursuivit, implacable. Le testament continue en disant qu'en cas de décès prématuré d'Antoine, la garde des enfants devrait être confiée à sa sœur. Pas à vous, Hélène. Antoine savait que vous n'étiez pas fiable avec les finances et voulait protéger l'avenir des garçons. Chaque mot frappa Hélène comme un coup physique. Elle se recroquevilla sur sa chaise, le visage un masque d'horreur et de désespoir. « Non seulement vous avez abandonné vos enfants, Madame Dumont, dit Pierre, sa voix chargée de reproches, mais vous leur avez tout volé. Chaque centime que vous avez dépensé au cours de ces 4 dernières années appartenait légalement à ces garçons. » Henri Renaud, qui était resté silencieux jusqu'à ce moment, parla enfin, sa voix tremblante de rage et de déception. « Alors, ce n'était pas seulement moi que tu trompais? Tu as volé tes propres enfants? Des enfants innocents ?» Hélène tenta de parler, mais les mots ne venaient pas. Elle regarda les triplés, le visage tordu de honte et d'agonie. Luc, Gabriel et Raphaël se tenaient tranquillement, leur visage reflétant un mélange de choc et de tristesse. Ils avaient passé 4 ans dans la rue, luttant pour survivre, pendant que leur mère vivait luxueusement avec de l'argent qui leur revenait de droit. « Je ne savais pas », réussit finalement à dire Hélène, sa voix brisée. « Antoine ne me l'a jamais dit. Que vous ayez su ou non l'existence du testament original n'a pas d'importance, » répondit fermement Pierre. « Vous avez choisi de falsifier des documents. Vous avez choisi d'abandonner vos enfants. C'était vos décisions, Madame Dumont. » Le son des sirènes approchant brisa le silence tendu. Hélène regarda vers la fenêtre avec panique, puis de nouveau vers Pierre. « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» demanda-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. Pierre expira lourdement. « Vous serez arrêtée, Madame Dumont. Il y aura un procès, et tous les actifs que vous avez obtenus illégalement seront rendus à leurs propriétaires légitimes. » Il jeta un coup d'œil au triplé. « Vos enfants ?» Alors que la police entrait dans la villa, Hélène s'effondra complètement. Des années de mensonges, de fraudes et le poids de ses propres actions l'écrasèrent enfin. Elle sanglota de manière incontrôlable alors qu'on lui passait les menottes et qu'on la conduisait à l'extérieur. Les triplés regardèrent en silence, leurs mains jointes en signe de soutien mutuel. Ils avaient survécu à l'abandon, à la vie dans la rue, et maintenant à la vérité choquante sur leur mère. Pierre s'approcha d'eux, posant une main douce sur l'épaule de chaque garçon. « C'est fini, les garçons, » dit-il doucement. « Vous avez été incroyablement forts et courageux. À partir de maintenant, vos vies seront différentes, meilleures. » En quittant la villa, les triplés jetèrent un dernier regard en arrière. Le chapitre le plus sombre de leur histoire touchait à sa fin. Et bien que l'avenir reste incertain, ils brillaient de la promesse de jours meilleurs. Ensemble, comme toujours, ils étaient prêts à commencer un nouveau chapitre. Le son des sirènes brisa le calme du matin alors que les voitures de police s'arrêtaient devant la villa. Hélène, pâle et vaincue, fut conduite à l'extérieur, les menottes captant la lumière du soleil. Les triplés regardèrent en silence, un mélange complexe d'émotions se lisant sur leurs jeunes visages. Pierre posa une main réconfortante sur l'épaule de chaque garçon. « C'est fini, » dit-il doucement. « Maintenant, nous commençons le processus de récupération de ce qui vous revient de droit. » Dans les jours qui suivirent, une équipe d'avocats et de comptables travailla sans relâche pour traquer et récupérer tous les actifs qu'Hélène avait acquis illégalement. Les comptes bancaires furent gelés, les propriétés inventoriées, et la véritable étendue de la fortune Dumont fut progressivement révélée. Une semaine plus tard,
Luc, Gabriel et Raphaël se tenaient aux portes du manoir original de leur père, en Normandie. Pierre et Marie étaient à leur côté, leur visage reflétant l'importance du moment. « Bienvenue à la maison, les garçons !» dit Pierre en poussant les portes. Les triplés entrèrent avec hésitation, les yeux écarquillés, alors qu'ils découvraient un endroit dont ils se souvenaient à peine. Des fragments de souvenirs d'une vie antérieure, de jours plus heureux avec leur père, commencèrent à refaire surface. « C'est plus grand que dans mes souvenirs, » murmura Gabriel, toujours l'observateur. « Ça semble vide, » ajouta tranquillement Raphaël. Luc, comme toujours, se concentra sur l'avenir. « On peut en faire à nouveau notre maison, » dit-il avec une détermination dans la voix. Ce soir-là, réunis dans le grand salon, Pierre et Marie firent une proposition qui allait changer leur vie, une fois de plus. « Les garçons, » commença doucement Pierre, « Marie et moi aimerions devenir vos tuteurs légaux. Nous savons que rien ne peut remplacer vos parents, mais nous voulons vous offrir un foyer, une famille. » Les triplés échangèrent des regards silencieux, une de leurs conversations sans paroles caractéristiques. Finalement, Luc parla pour eux tous. « On aimerait beaucoup ça, monsieur Dubois, madame Marie. » Marie sourit à travers des larmes de bonheur. « Vous pouvez nous appeler Pierre et Marie maintenant, mes chers, ou bien ce qui vous met le plus à l'aise. » Dans les mois qui suivirent, le manoir Dumont reprit vie. Les rires résonnaient dans ses couloirs, et l'arôme des repas faits maison emplissait l'air. Pierre et Marie se consacrèrent sans réserve à la création d'un environnement aimant et stable pour les garçons. Pourtant, les triplés n'avaient pas oublié leurs expériences. Un soir, au dîner, Luc exprima une idée qui lui pesait. « Et si on utilisait une partie de l'argent pour aider d'autres enfants comme nous ?» suggéra-t-il. « Des enfants qui ont été abandonnés, qui vivent dans la rue. » Gabriel hocha la tête avec enthousiasme. « On pourrait créer une fondation et transformer une partie du manoir en centre de soutien. » Raphaël ajouta, les yeux brillants d'excitation. Pierre et Marie échangèrent des regards fiers. « Je pense que c'est une merveilleuse idée, » dit Pierre. « Travaillons ensemble pour la réaliser. » Ainsi naquit la fondation des Triplés Dumont. L'aile et du manoir fut transformée en un centre de soutien pour les jeunes sans-abri, offrant abri, éducation et conseils. Maintenant âgés de 11 ans, les garçons étaient activement impliqués, partageant leurs propres expériences et inspirant les autres à ne pas perdre espoir. 1 an après la confrontation avec Hélène, la nouvelle famille organisa une célébration, non seulement pour marquer que justice avait été rendue et qu'ils avaient commencé une nouvelle vie, mais aussi pour honorer la mémoire d'Antoine Dumont. Le jardin du manoir fut décoré de lumière douce et une grande photographie d'Antoine occupait une place d'honneur. Amis, personnel de la fondation et jeunes aidés par le centre se réunirent tous pour l'occasion. Pierre se leva pour porter un toast, l'émotion colorant sa voix. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement le triomphe de la justice, mais aussi le pouvoir de l'amour et de la résilience. Antoine Dumont rêvait d'un avenir radieux pour ses enfants. Même s'il n'est pas là pour le voir, je suis certain qu'il serait immensément fier des hommes que Luc, Gabriel et Raphaël sont en train de devenir. Debout à côté de Pierre, les triplés avaient les larmes aux yeux. Luc s'avança, la voix ferme malgré l'émotion. « Notre père nous a enseigné l'intégrité, l'amour et l'importance de la famille. Même si nous avons traversé des moments difficiles, ces valeurs nous ont gardés unis et forts. Aujourd'hui, nous honorons sa mémoire, non seulement en nous souvenant de lui, mais en vivant les principes qu'il nous a enseignés. » Gabriel continua. « À travers la fondation des Triplés Dumont, nous espérons transmettre l'amour et le soutien que nous avons reçus. Nous voulons que d'autres enfants sachent que, peu importe la dureté de la vie, il y a toujours de l'espoir. » Raphaël termina, sa voix douce mais pleine de conviction. « Chaque vie que nous touchons, chaque enfant que nous aidons, est un hommage à l'amour de notre Père et à la gentillesse de ceux qui nous ont aidés sur notre chemin. » Alors que la nuit tombait, remplie de conversations, de rires et de projets pour l'avenir, les triplés se retrouvèrent momentanément seuls, observant la célébration autour d'eux. Qui aurait cru,
murmura Luc, qu'après tout ça, on serait là. Gabriel sourit. Je suppose qu'on a toujours su, au fond, qu'on s'en sortirait tant qu'on resterait ensemble. Raphaël hocha la tête, prenant les mains de ses frères. Et maintenant, on a une famille encore plus grande. Les trois regardèrent Pierre et Marie, qui discutaient joyeusement avec certains des jeunes du centre. Puis leur regard se porta sur la photo d'Antoine, dont le sourire bienveillant semblait bénir la scène. L'avenir s'étendait devant eux, plein de possibilités. Ils avaient affronté une adversité inimaginable, mais en étaient sortis plus forts, plus compatissants et déterminés à faire une différence dans le monde. Alors que les étoiles scintillaient dans le ciel nocturne, Luc, Gabriel et Raphaël savaient que, quoi que l'avenir leur réserve, ils l'affronteraient ensemble, comme ils l'avaient toujours fait. Et maintenant, avec une famille élargie et un but clair, ils étaient prêts à écrire les prochains chapitres de leur vie, remplis d'espoir, d'amour et de la détermination de rendre le monde meilleur. Tandis que l'orchestre jouait doucement et que les invités se mêlaient dans le jardin magnifiquement éclairé du manoir, les triplés Dumont partagèrent un moment de silence, trois cœurs battant à l'unisson. Leur histoire avait été semée d'obscurité, mais ils avaient trouvé la lumière l'un dans l'autre. Entourés de la chaleur de leur nouvelle famille et du souvenir d'un père aimant qui n'avait voulu que le meilleur pour eux, ils s'avançaient vers leur avenir, unis par l'amour, fortifiés par la résilience et guidés par l'espoir.